Bonjour à tous, petit disclaimer avant de commencer, pour vous dire que cet épisode a énormément de retard dans sa publication. Il était prévu pour le mois de février et du coup, voilà, je vous parle comme si on était au mois de février, je vous parle de ce que j'attends pour les sorties du mois de mars un petit peu. Voilà, il y a pas mal de mentions qui sont plus d'actualité, mais c'était pas trop possible de faire sauter ça sans réenregistrer et remonter tout l'épisode. Et comme je me suis enfin décidée à m'y remettre et à le poster, j'ai décidé de plus le toucher. Donc voilà, vous étonnez pas si je vous parle de février et tout ça. C'est un épisode qui a 4 mois de retard. Première petite chose. Deuxième petite chose, je me suis rendu compte en le réécrivant que j'ai fait un lapsus pendant toute une partie de ma présentation où je vous parle du genre du livre en vous disant que c'est une dystopie. C'est pas du tout une dystopie, en fait, c'est une uchronie, bien évidemment. Mais je me suis complètement plantée et alors le pire c'est que je l'ai déjà réécouté un nombre incalculable de fois et je viens juste de me rendre compte que je m'étais plantée. Mais donc voilà, dans la première partie, quand je vous résume le livre et que je vous parle de son genre, ce n'est bien évidemment pas une dystopie du tout, c'est une uchronie, donc le genre où on change un morceau d'histoire pour en explorer un petit peu les conséquences. Voilà juste ce que je voulais vous dire avant de commencer. Et du coup, je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, ici la souris qui lit, la podcasteuse qui vous parle de littérature jeunesse. Bienvenue dans ce nouvel épisode du mois de février 2025. Je suis très contente de vous retrouver. Pour l'instant, je me tiens à ma résolution de revenir, comme vous pouvez le constater, donc c'est super. Et je suis d'autant plus contente que je reviens pour vous présenter une super lecture, un bouquin que vraiment j'ai beaucoup aimé, et donc j'ai très hâte de vous en parler. Le livre en question, c'est La lignée des maudits de Bleu Nguyen, qui est paru le 15 janvier aux éditions Didier Jeunesse. Pour commencer par un petit mot sur Bleu Nguyen, c'est une autrice française qui a déjà publié pas mal de bouquins, parmi lesquels on peut citer Le Tribut des dieux ou encore le premier tome de sa saga Conjuration qui est sorti l'année dernière. En ce qui me concerne, c'était une découverte, je l'avais encore jamais lu. Et je suis aussi contente de vous présenter pour la première fois un livre de la maison d'édition Didier Jeunesse, parce que c'est sympa de varier un petit peu de ce côté-là et de pas toujours vous parler des mêmes éditeurs, même s'il y en a qui reviennent un petit peu. Alors, pour commencer, pour vous résumer la lignée des maudits, je vais essayer d'être un peu plus exhaustif que ce que je fais d'habitude dans mes résumés, mais parce que c'est un roman qui est très dense et dans lequel il y a beaucoup de choses. Donc je vais essayer de vous poser un cadre assez précis sur le contexte de cette histoire. Et le premier truc qui est important de noter, c'est que la lignée des maudits, c'est d'abord une dystopie. La dystopie, c'est un genre dont je vous ai déjà parlé, c'est quand on modifie l'histoire avec un grand H. Mais c'est assez rigolo parce que Glenn Guillou, en fait, elle a un peu détourné le concept de la dystopie. C'est un élément déclencheur de l'intrigue, mais c'est pas du tout le point central de l'histoire, en fait, et c'est pas du tout ce qui intéresse l'autrice. En général, dans la dystopie, l'idée c'est qu'on change un élément historique majeur et on explore les conséquences de ce changement. Et c'est vraiment ça l'objectif du bouquin en fait, c'est de voir qu'est-ce qui se passe si Hitler gagne la Seconde Guerre mondiale, si j'en sais rien, Vercingétorix bat Jules César, voilà ce genre de choses. Mais c'est pas ce qu'a fait Blouin Guillou. Et donc du coup déjà rien que ça, je trouve que c'est assez original. Donc l'idée en fait, c'est qu'on est à Édimbourg et on est en 1877 et l'Écosse est indépendante et elle n'est pas rattachée à l'Angleterre, et donc c'est toujours la dynastie Stuart qui règne, donc les descendants de Marie Stuart, la fameuse reine d'Écosse la plus connue. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où l'Angleterre allait absorber l'Écosse, comme ça se passe dans notre histoire à nous, il y a une brume qui est apparue dans le pays. Une brume qui est mouvante, mais l'idée c'est que quand on rentre dedans, en fait, on n'en ressort pas vivant la plupart du temps. Grâce à cet élément surnaturel, ou à cause de cet élément surnaturel, l'Écosse est restée en fait autonome et indépendante. Donc voilà pour le côté dystopique. Mais c'est pas du tout ça qui nous intéresse en fait. Ce qui nous intéresse au niveau de cette brume, c'est qu'il existe une famille qui est la famille des Asgast, qui a développé grâce à elle en fait des talents de médium.
C'est le patriarche Archibald, qui est désormais décédé, qui a obtenu en fait un don, le premier, en pénétrant dans la brume. Il en est ressorti avec des dons de médium et il s'en est servi pour faire fortune, en permettant à des familles endeuillées de contacter leurs proches décédés, en organisant des séances. Et grâce à ça, les Asgast sont devenus une vraie dynastie. Ils sont riches, ils sont puissants, ils sont proches de la reine, ils sont proches de toutes les familles un petit peu nobles et aristocratiques du coin. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça parce que les Asgast, en fait, ce sont des fraudes. Dans la famille, il n'y a que deux vrais médiums, donc Archibald, le patriarche, et son arrière-petite-fille Ava. Tous les autres, en fait, donc il y a une cérémonie lorsqu'ils ont 15 ans, ils rentrent dans la brume, c'est voilà. Et en fait, ils en sont ressortis donc sans talent, certains même plutôt mal en point, avec des maladies, des fragilités, et il y en a même qui en sont morts en fait. Ava, elle a réussi à vaincre la brume, elle sait pas du tout comment, et en fait, elle cache ses pouvoirs à sa famille. D'abord parce qu'elle a peur qu'il l'utilise sans vergogne pour tenter de se hisser toujours plus haut en fait, mais aussi parce que pour elle, c'est pas du tout un don, c'est une vraie malédiction. Cette pauvre Ava, elle est entourée de fantômes en permanence en fait. Elle explique qu'au début, quand elle a reçu ses dons, elle a failli devenir folle et se suicider tellement c'était insupportable parce que ces fantômes tentent d'entrer en contact avec elle dès qu'ils le voient, qu'elle les remarque. Ils essayent de lui parler, ils deviennent oppressants, ils sont hyper nombreux et en fait c'est insupportable. Donc elle a pris l'habitude de dès qu'elle est dehors, qu'elle est dans des zones où elle sait qu'il y en a plus parce que c'est des endroits où il y a eu des morts, des cimetières, elle baisse les yeux, surtout pas de contact visuel, ne pas montrer qu'elle les a vus. Voilà, elle est dans la négation complète en fait de son pouvoir, elle ne veut pas s'en servir. Et personne n'est au courant à part deux de ses cousines de son âge qui sont Sophronia et Esther, qui ont comme elle autour de 18-19 ans. Donc voilà pour poser le cadre. C'est un peu long, mais il faut situer un petit peu les choses. Et donc le vrai point de départ de l'histoire, c'est que l'héritier royal décède brutalement et que la reine charge les Asgast de trouver le meurtrier parce que s'ils ne le font pas, ils seront pendus en fait. Voilà, elle se débarrassera d'eux parce qu'ils se retrouvent. Elle se rend bien compte la reine qu'ils sont puissants, qu'ils sont trop puissants en fait presque, qu'ils la menacent. Et le problème, c'est que, à partir de ce moment-là, le fantôme du prince décédé hante les pas d'Ava. Et en n'arrêtant pas de lui parler, c'est un fantôme plutôt très puissant qui se rapproche d'elle dès son décès, en fait. Voilà le point de départ de l'histoire. Donc pour commencer, c'est d'abord quand même en fait un roman policier, un whodunit, comme diraient nos amis anglais, avec un meurtre à résoudre. Moi, les romans policiers, j'adore ça. Enfin, les romans policiers gentillets, style Agatha Christie, je suis très cliente. Et là, c'est quand même un peu le coup de génie, je trouve, d'avoir fait du mort un personnage principal. Franchement, j'ai trouvé l'idée épatante en fait. Alors d'autant plus que pour moi ça a été une vraie surprise parce que c'est indiqué sur la quatrième de couverture, mais je l'avais lu assez superficiellement et du coup je m'en souvenais pas. Et en fait le fantôme va commencer à hanter les pas d'Ava, mais d'abord il nous révèle pas son identité. On ne sait pas qui c'est et du coup quand la révélation tombe, moi c'était vraiment savoureux parce qu'en fait je me rappelais pas avoir lu ça sur la quatrième de couverture, donc c'était une vraie surprise et une vraie découverte. Je trouve ça ouais peut-être presque un peu dommage effectivement de l'indiquer au début, mais voilà, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. En plus, c'est un personnage qui est hyper caustique, qui est sympa dans ses interactions avec Ava parce qu'il va un peu la pousser dans ses retranchements en fait. Elle qui est très effacée finalement au début, sauf un peu avec ses cousines, mais autrement, c'est un peu une petite souris, elle se fait toujours la plus discrète, voilà, elle essaie de pas attirer l'attention ni de sa famille ni des morts vivants. Et là, en fait, elle se trouve avec un mec avec un melon à la place de la tête, qui en fait ne peut parler qu'à elle, puisqu'elle est la seule à le voir. Donc en fait, il lui cause, il lui cause, il l'agace, et puis à un moment, elle va répondre, et puis elle va l'envoyer péter, et voilà, elle va sortir un peu de sa coquille aussi grâce à lui. Donc c'est un personnage qui lui permet de se révéler vraiment, et ça c'est assez chouette. Et c'est aussi un roman, comment dire, familial, puisque cette famille
très dysfonctionnelle, cette famille, on va se rendre compte. Donc ils sont nombreux en fait. Heureusement qu'il y a un arbre généalogique parce que j'ai eu un petit peu de mal au début à les repérer, les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines. Ils sont, je sais pas, peut-être une petite quinzaine, dirons-nous, avec un éventail d'âge qui est assez vaste. Et c'est une famille qui est pleine de secrets, pleine de non-dits. Il y a plein de mystères. On comprend dès le début qu'ils cachent plein de choses et pas seulement le fait que ce sont des fakes et qu'ils ont peur de se faire choper et d'être tous pendus en fait. En plus, cette héroïne Ava, donc Ava au début, elle est un petit peu fragile, on va dire, parce que déjà, elle a un énorme secret à porter qu'elle cache à quasiment l'intégralité de sa famille, ce qui est pas facile. En plus, donc elle voit des morts, en fait. Ça n'a rien de, ça n'a rien de sympa et ça n'a rien de fun. Elle voit des morts en permanence. Édimbourg est une ville qui est hantée par les morts. Elle a des lieux. Elle sait pertinemment que si elle se rend, en fait, elle va être oppressée par des morts de toutes parts autour d'elle. C'est un enfer. Et puis, Ava, elle n'est pas tout à fait à l'aise avec les mensonges de sa famille, finalement. Elle est très proche de ses cousines, mais là-dessus, elle diverge pas mal d'elle. Il y a vraiment cette idée pour toute la famille que la famille prévaut, en fait, avant tout, que l'idée, c'est de s'en sortir, de se serrer les coudes tous ensemble et de monter autant qu'on peut, aussi haut qu'on peut monter, en fait, tous ensemble, et peu importe un petit peu comment on le fait. Et Ava, tout ça, ça la dérange énormément. Parce qu'en fait, ils mentent en permanence à des personnes endeuillées, en leur faisant croire que le fils décédé a trouvé le repos. Enfin voilà, elle vit dans le mensonge constant et elle en peut plus avoir, la pauvre. Mais justement, elle va s'affirmer dans ce bouquin. Elle va apprendre à accepter ce don, à l'apprivoiser, à l'utiliser et voilà, à dire un petit peu ce qu'elle pense et aussi comment dire, à entendre aussi un petit peu les contrepoints de vue. Moi, il y a une dispute avec sa mère m'a pas mal marqué en fait, où sa mère lui dit, en gros, tu nous dénigres, tu dénigres ce qu'on fait, mais en fait, t'es quand même bien contente de vivre dans le luxe, et le luxe, il est apporté par ses mensonges, donc tu es un petit peu hypocrite quand même, ma petite fille. Et aussi cette phrase assez intéressante, elle lui dit, ton père, nous sommes tes parents, mais on est aussi des êtres humains faillibles et qui font des erreurs en fait. Ça nous arrive à nous aussi. Donc voilà, il y a tout ce rapport familial qui est très intéressant. Pas mal de forts caractères. La relation avec ses cousines, elle est très sympa, elle est très belle. Elles se serrent les coudes toutes les trois. C'est vraiment super chouette. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les suivre et suivre Ava en particulier, même si des fois je la trouve pas très maligne quand même. Il y a des petits voilà des événements enfin quand on voit un petit peu les indices, on se dit bah oui, en fait j'ai compris, oui parce que par exemple, pour vous donner un exemple un peu plus concret, cette famille elle est vraiment maudite dans le sens où donc outre le fait qu'ils soient pas de médium, qu'ils soient menteurs, que certains d'entre eux soient très malades à cause de leur passage dans la brume, ils sont aussi hantés par les esprits de leurs ancêtres décédés. Les plus âgés d'entre eux ont des crises en fait, ils perdent complètement le contrôle, et leur ancêtre mort prend leur place, parle à travers eux, et on revit en fait des scènes du passé. Et donc des fois, donc ils disent, donc tous ces ancêtres vont dire des choses qui vont être des éléments importants pour le développement de l'intrigue. Et des fois, c'est assez clair en fait ce qu'ils sont en train de dire. Nous, en tant que lecteurs, on comprend aisément, voilà, ce qui est en train de se passer. Et Ava est un petit peu plus longue à la détente, mais bon, c'est un chouette personnage et elle est très sympa. J'ai beaucoup aimé la suivre. Un autre élément que je trouve aussi assez intéressant dans ce bouquin, c'est Édimbourg. J'irai pas jusqu'à dire que la ville est un personnage à part entière de l'histoire parce que c'est un petit peu excessif, mais je pense en revanche que si vous avez déjà visité Édimbourg, ça apporte une plus-value à la lecture quand même. Moi, j'y suis allée il y a 1 an et demi. J'y suis allée toute seule pour un petit voyage de 3-4 jours. C'est une ville qui dégage une sacrée atmosphère quand même, un peu, un peu glauque par moments. En plus, dès qu'il se met un peu à pleuvoir, à bruiner, ça devient tout de suite un peu triste. Édimbourg, enfin, il y a quelque chose en fait. En plus, l'Écosse et puis l'histoire des fantômes, c'est quand même, c'est presque une tradition chez eux. Ils se vantent d'avoir le plus grand nombre de fantômes au monde. Enfin, c'est assez important là-bas. Et voilà. Et Édimbourg, bah oui, c'est une ville qui dégage quelque chose quand même d'un petit peu mystique, d'un petit peu surnaturel. On va pas se mentir. Surtout quand on se balade du côté de la vieille ville, il y a des coins
assez glauque, assez énigmatique, des vieux cimetières. Enfin voilà, il y a une ambiance dans cette ville. Il y a vraiment une ambiance. Et bah relire ce livre du coup en m'y étant baladée, en connaissant un petit peu la ville, je trouve que oui, on ressent vraiment ce côté un petit peu pesant que Ava des fois elle a ce sentiment d'être oppressée par ses morts vivants, par voilà tout ça. Moi, j'ai trouvé que ça se mariait bien en fait avec mon expérience d'Édimbourg et du coup c'était assez chouette. Donc voilà, pour vous dire, j'ai adoré vraiment ce livre. Je l'ai trouvé extrêmement original. Je trouve que ça devient un peu compliqué en littérature adolescente de trouver des romans qui sortent du lot. Il y a eu quand même une uniformisation, je trouve, depuis quelques années, depuis TikTok en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. La romance est devenue vraiment prépondérante, que ce soit dans les romans vraiment romantiques, mais même dans les romans de fantasy en fait, je trouve il y a des résumés, ils se ressemblent tous en fait. On en a lu un, on a l'impression de les avoir un peu tous lus. Ouais, ils se ressemblent énormément. Et la lignée des maudits, eh ben bon sang, il sort du lot quoi. Déjà, je trouve que le fait de prendre comme cadre l'Écosse, hyper original. Franchement, enfin un roman ado, moi j'avais jamais lu de bouquin qui se passe en Écosse. Là en ce moment, je trouve que c'est par exemple plutôt tout ce qui est un peu antiquité romantique qui a pas mal la côte. Bon bah voilà, déjà l'Écosse, Édimbourg, franchement top, ça change, ça sort un peu des sentiers battus. Et puis voilà, ce côté médium, fantaisie un peu sombre comme ça, avec une histoire de famille en plus, pas de romance. Ça, qu'est-ce que c'était cool, franchement. Pas de romance. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié suivre cette héroïne et ses cousines, trois femmes fortes et intéressantes. Je trouve que ouais, c'est un roman qui se démarque vraiment par son originalité et ça m'a beaucoup plu. Franchement, gros bon point pour lui. Autre truc que j'ai trouvé top, en plus de ce cadre et de cette absence de romance qui m'ont beaucoup plu, c'est que je trouve que c'est vraiment un roman à mystère qui est hyper réussi. Pas seulement le mystère de la mort du prince, qui finalement en fait est le premier auquel on s'intéresse, mais qui va être loin d'être le cœur de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est spoilé en fait dès la quatrième de couverture et que je vous en parle aussi librement parce que finalement c'est pas ça l'enjeu. Il va y avoir énormément de rebondissements. On va lever des couches et des couches de voilà de mensonges, de secrets, de mystères. Il y a beaucoup de choses dans ce livre et la manière dont c'est agencé, elle est très réussie. On se laisse vraiment porter. Jamais il y a aucun moment où c'est fouillis ou pas très compréhensible. Je trouve que c'est très clair. Franchement, il y a rien, voilà, il y a rien de bien complexe à ce niveau-là. Tout fait sens, tout est très clair. Mais voilà, on s'immerge dans ses secrets et on se voit dans ce vieux manoir là à contempler les portraits d'ancêtres décédés et à fouiller dans des carnets qui racontent des expériences de séances et autres. Et on essaye, bah, nous en tant que lecteurs, de remettre un peu les indices bout à bout, en fait, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est vraiment l'histoire de cette famille, que s'est-il passé, pourquoi certains d'entre eux sont vivants, pourquoi d'autres sont morts dans cette brume, pourquoi Ava a réussi à avoir un don et pas les autres. Voilà, il y a plein de mystères qu'on va élucider les uns après les autres, et c'est très réussi. De ce point de vue-là, ça fonctionne, c'est top. On ajoute à ça des personnages très intéressants, comme je vous l'ai déjà dit, donc Ava et ses deux cousines, mais pas qu'elles. Alors, il y a des personnages qui sont très annexes. Il y en a qu'on ne voit même pas. Il y a certains personnages de grands-parents qui sont globalement en villégiature, voilà, qu'on ne va pas voir. Pareil, des personnages de jeunes enfants, de petits frères et de petites sœurs qui vont être vite écartés et qui n'auront pas d'intérêt. Donc c'est surtout les trois cousines en fait et leurs parents respectifs. Mais ils sont tous très incarnés. Ils ont tous quand même une vraie existence, un vrai tempérament. Ils se découvrent un petit peu les uns après les autres. On comprend leurs ambitions, leurs motivations. Donc c'est pas mal avec autant de personnages principaux d'avoir réussi à les incarner autant.
On rajoute à ça le personnage du prince qui, comme je vous disais, est très intéressant, notamment dans ses interactions avec Ava et dans ce qui va permettre de révéler d'elle et lui permettre de se révéler. On va avoir des relations familiales voilà, qui vont s'étoffer, des personnages qui vont se redécouvrir. C'est assez beau aussi de ce point de vue-là. Le deuil est bien sûr un motif omniprésent, mais c'est pas une lecture cafard pour autant. Mais c'est une lecture qui a une ambiance en fait, vraiment, un peu comme ce que je vous disais sur la ville d'Édimbourg. Effectivement, je trouve que Bleu Guillou, elle a réussi à merveille à retranscrire cette ambiance, cette atmosphère mystique, quoi. Franchement, ça transparaît dans le bouquin et on s'immerge dedans et ça fonctionne très très bien. Pour ne rien gâcher, dernier petit point, je trouve que l'objet livre, il est très réussi. C'est voilà, c'est le petit point superficiel, mais mine de rien, ça joue quand même. Donc chapeau Didier Jeunesse qui a fait un beau bouquin, un bon et beau bouquin. C'est une réussite à tous les points de vue et je l'ai adoré. J'espère qu'il vous plaira. Et donc voilà, c'est le moment de conclure. Donc je vous recommande vivement d'aller découvrir la lignée des maudits. Pour les ados, du coup, je pense à partir de 14 ans, il n'y a rien d'effrayant, honnêtement. Pas comme par exemple de Cassandra O'Donnell, zut, Les Jumeaux Croche-Morts, qui est sorti il y a quelques mois, qui peut avoir une ambiance qui se rapprocherait un petit peu, mais qui comporte pour le coup une scène quand même violente. Enfin, moi j'ai trouvé. Là non. Franchement, j'ai pas trouvé de scène. Voilà, il y a une atmosphère globale qui est un petit peu dérangeante, un petit peu oppressante, mais il y a rien, il y a pas de violence très claire dans ce livre. Donc je pense qu'à partir de 13-14 ans, ça peut le faire sans souci. Et même pour les adultes, je trouve qu'il est très réussi. Voilà, pour lire en tant qu'adulte, il y a aucun souci. C'est un roman hyper complet qui parlera aussi bien à des ados qu'à des adultes. Franchement, il y a rien à dire de ce côté-là. Donc allez le découvrir. Du coup, ça fait un mois à peu près qu'il est en librairie. Jetez-y un coup d'œil. Il est vraiment original. Je trouve que voilà, si je devais le résumer en un mot, je dirais que voilà, il est original. Il sort des cases, il sort des sentiers battus. Il y a une vraie proposition de la part de l'autrice et j'ai trouvé que c'était très appréciable. C'est un très très bon bouquin que je vous conseille. Et sur ce, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, j'espère, à dans un mois. J'ai quelques attentes là sur quelques romans ados du début d'année, donc j'espère qu'ils me plairont et que du coup j'aurai envie de vous en parler. Donc si tout va bien, je vous donne rendez-vous au mois de mars. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Salut!